Titien décrit avec admiration une grande composition qui représentait le mariage d'Alexandre et de Roxane. Il est vrai que ce tableau devait surpasser pour les grâces de l'invention et pour l'élégance des allégories ce que l'Albane a fait de plus riant dans le genre des compositions galantes. Roxane était couchée sur un lit, la beauté de cette fille, relevée encore par la pudeur qui faisait baisser les yeux à l'approche d'Alexandre, fixait sur elle les premiers regards du spectateur. On la reconnaissait sans peine pour la figure principale du tableau. Les amours s'empressaient à la servir. Les uns prenaient ses patins et lui ôtaient ses habits. Un autre amour relevait son voile afin que son amant la vît mieux, et par un sourire qu'il adressait à ce prince, il le félicitait sur les charmes de sa maîtresse. D'autres amours saisissaient Alexandre, et le tirant par sa cotte d'armes, il l'entraînait vers Roxane dans la posture d'un homme qui voulait mettre son diadème au pied de l'objet de sa passion. Éphrastion, le confident de l'intrigue, s'appuyait sur l'Hyménée pour montrer que les services qu'il avait rendus à son maître avaient eu pour but de ménager entre Alexandre et Roxane une union légitime. Une troupe d'amour en belle humeur badinait dans un des coins du tableau avec les armes de ce prince, l'énigme n'étant pas bien difficile à comprendre, et il serait à souhaiter que les peintres modernes n'eussent jamais inventé d'allégories plus obscures. Quelques-uns de ces amours portaient la lance d'Alexandre, et il paraissait courbé sous un fardeau trop pesant pour eux. D'autres se jouaient avec son bouclier, qui avait fait asseoir celui d'entre eux qui avait fait le coup, et il le portait en triomphe, tandis qu'un autre amour qui s'était mis en embuscade dans la cuirasse d'Alexandre les attendait au passage pour leur faire peur. Cet amour embusqué pouvait bien ressembler à quelque autre maîtresse d'Alexandre, ou bien à quelqu'un des ministres de ce prince qui avait voulu traverser le mariage de Roxane. Un poète dirait que le dieu de l'hymen se crut obligé de récompenser le peintre qui avait célébré si galamment un de ses triomphes. Cet artisan ingénieux, ayant exposé son tableau dans la solennité des Jeux olympiques, Pronexide, qui devait être un homme de grande considération puisque cette année-là il avait l'intendance de la fête, donna sa fille en mariage au peintre. Raphaël n'a pas dédaigné de crayonner le sujet décrit par Lucien. Son dessin a été gravé par un des disciples du célèbre Marc-Antoine. L'auteur spirituel de qui j'emprunte cette histoire vante encore principalement la composition poétique d'un tableau de Zeuxis représentant la famille d'un centaure, mais il est superflu de citer davantage les écrivains de groupe de l'Antiquité. Qui peut douter, après avoir vu l'expression des figures du groupe de Laocoon, que les anciens n'aient excellé dans l'art qui s'est donné une âme au marbre et au bronze et qui s'est prêté la parole aux couleurs. Il n'y a point d'amateur des beaux-arts qui n'ait vu des copies, du moins de la figure d'un gladiateur expirant, laquelle était autrefois à la vigne Ludovise et qu'on a vu depuis au palais Chigi. Ce malheureux, blessé à mort d'un coup d'épée à travers le corps, est assis à terre et il a encore la force de se soutenir sur le bras droit. Quoi qu'il aille expirer, on voit qu'il ne veut pas s'abandonner à sa douleur ni à sa défaillance et qu'il a encore l'attention à sa contenance, que les gladiateurs se piquaient de conserver dans ce funeste moment. Il ne craint point de mourir, il craindrait de faire une grimace. Est-il gladiateur passable qui ait jamais gémi, dont la physionomie se soit altérée? En est-il qui ait eu une attitude honteuse, non seulement dans la lutte, mais lorsqu'il était à terre? Dit Cicéron dans l'endroit où il lui raconte tant de choses merveilleuses sur la fermeté de ces malheureux. Je reviens au gladiateur expirant. C'est un homme qui se meurt, mais qui vient de recevoir le coup dont il meurt. On sent donc que malgré la force qui lui reste, il n'a plus qu'un moment à respirer, et l'on regarde longtemps dans l'attente de le voir tomber en expirant. Qui ne connaît pas le groupe célèbre qu'on voit encore à la vigne Ludovise, et qui représente un événement célèbre dans l'histoire romaine, l'aventure du jeune Papyrus? Tout le monde sait que cet enfant, étant un jour demeuré auprès de son père durant une assemblée du Sénat, sa mère lui fit plusieurs questions à la sortie pour savoir de qui s'y était dit. Ce qui s'y était dit.
chose qu'elle n'espérait pas d'apprendre de son mari. Les Romains étant encore aussi peu polis qu'il était alors, la mère ne put jamais tirer de son fils qu'une réponse, laquelle ne lui permettait pas de douter qu'il n'éludât sa curiosité. Le Sénat, répondait-il constamment, a délibéré si l'on donnerait 2 femmes à chaque mari, ou 2 maris à chaque femme. Cet incident a donné lieu au proverbe latin « En âge de porter la toge sénatoriale » qu'on emploie en parlant d'un enfant qui a beaucoup plus de discrétion qu'on en doit avoir à son âge. Aucun sentiment ne fut jamais mieux exprimé que la curiosité de la mère du jeune Papirius. L'âme de cette femme paraît être tout entière dans ses yeux qui percent son fils en le caressant. L'attitude de toutes les parties de son corps concourt avec ses yeux et donne à connaître ce qu'elle prétend faire. D'une main caresse son fils et l'autre main est dans la contraction. C'est un mouvement naturel à ceux qui veulent réprimer les signes de leur inquiétude prêts à s'échapper. Le jeune Papirius répond à sa mère avec une complaisance apparente, mais il est sensible que cette complaisance n'est qu'affectée. Quoique son air de tête soit naïf, quoique son maintien paraisse ingénu, on devine à son sourire malin qu'il n'est pas entièrement formé, parce que le respect le contraint comme mouvement de ses yeux sensiblement gênés, que cet enfant veut paraître vrai, mais qu'il n'est pas sincère. On voit qu'il promet de dire la vérité, et on voit en même temps qu'il ne la dit pas. 4 ou 5 traits que le sculpteur a su placer à propos sur son visage, je ne sais quoi qu'on remarque dans l'action de ses mains, démentent la naïveté et la sincérité qui paraissent d'ailleurs dans son geste et sur son visage. On peut donner les mêmes louanges à la figure nommée ordinairement le rotateur ou l'aiguiseur, déterré à Rome et transporté depuis 60 ans à Florence, où l'on peut la voir dans le cabinet de son Altesse royale. Cette figure représente l'esclave qui, suivant le récit de Tite-Live, entendit par hasard le projet que faisaient les fils de Brutus pour établir dans Rome les Tarquins, et qui sauva la République naissante en révélant leur conjuration au consul. Ils ouvraient par trahison les verrous de nos portes aux tyrans bannis, les fils du consul lui-même, eux qui avaient dû à la liberté encore chancelante quelques grands exploits, capables d'étonner Mucius, Coclès et la Vierge Clélie, qui franchit à la nage le Tibre, borne de notre empire. Celui qui dénonça aux sénateurs leurs crimes cachés, ce fut un esclave digne d'être pleuré par les dames romaines. Les personnes les moins attentives remarquent en voyant la statue dont je parle que cet esclave qui se courbe et qui se montre dans la posture convenable pour aiguiser le fer qu'il tient, afin de paraître uniquement occupé de ce travail, est néanmoins distrait et qu'il donne son attention non pas à ce qu'il semble faire, mais à ce qu'il entend. Cette distraction est sensible dans tout son corps et principalement dans ses mains et dans sa tête. Ses doigts sont bien placés comme ils doivent l'être pour peser sur le fer et pour le presser contre la pierre à aiguiser, mais leur action est suspendue. Par un geste naturel à ceux qui écoutent en craignant qu'on ne s'aperçoive qu'ils prêtent l'oreille à ce qu'on dit, notre esclave tâche de lever assez la prunelle de ses yeux pour apercevoir son objet sans lever la tête, comme il la lèverait naturellement s'il n'était pas contraint. Le talent du dessin donne de grandes facilités pour réussir dans les expressions. Or, il suffit de voir l'Antinous, la Vénus de Médicis et plusieurs autres monuments de l'Antiquité pour être convaincu que les anciens savaient du moins aussi bien que nous dessiner élégamment et correctement. Leurs peintres avaient même plus d'occasion que les nôtres n'en peuvent avoir d'étudier le nu et les exercices qui étaient alors en usage pour dénouer et pour fortifier les corps et devraient rendre mieux conformés qu'ils ne le sont aujourd'hui. Rubens, dans un petit traité latin que nous avons de lui sur l'usage qu'on doit faire en peinture des statues antiques, ne doute point que les exercices en usage chez les anciens ne donnassent au corps une perfection à laquelle ils ne parviennent guère aujourd'hui. Comme le temps a atteint les couleurs et confondu les nuances dans les fragments qui nous restent de la peinture antique, faite au pinceau, nous ne saurions juger à quel point les peintres de l'Antiquité ont excellé dans le coloris, ni s'ils ont égalé ou surpassé les grands maîtres de l'école lombarde dans cette aimable partie de la peinture. Il y a plus, nous ignorons si la note Aldobrandine et les autres morceaux sont d'un grand coloriste ou d'un ouvrier médiocre de ces temps-là.
Ce qu'on peut dire de certains sur leur exécution, c'est qu'elle est très hardie. Très hardie. Ces morceaux paraissent l'ouvrage d'artisans autant les maîtres de leur pinceau que Rubens et que Paul Véronèse l'étaient du leur. Les touches de la noce aldobrandine qui sont très heurtées et qui paraissent même grossières quand elles sont vues de près font un effet merveilleux quand on regarde ce tableau à la distance de 20 pas. C'était apparemment de cette distance qu'il était vu sur le mur où le peintre l'avait fait. Il semble que les récits de Pline et ceux de plusieurs auteurs anciens dussent nous persuader que les Grecs et les Romains excellaient dans le coloris. Mais avant que de se laisser persuader, il faut faire réflexion que les hommes parlent ordinairement du coloris par rapport à ce qu'ils peuvent avoir vu. Le coloriste qui aura mieux réussi que tous les autres coloristes, qui seront venus jusqu'au temps d'un historien qui parlera de l'état où la peinture se trouve de ces jours, sera cité par cet historien pour le plus grand coloriste qui puisse être, pour un homme dont la nature même est jalouse. Mais il arrive des temps dans la suite où l'on fait mieux qu'on avait encore fait. Le coloriste divin des temps passés, celui que les écrivains ont tant vanté, devient un artisan ordinaire en comparaison des nouveaux artisans. On ne saurait décider notre question sur des récits. Il faut pour la juger avoir des pièces de comparaison. Elles nous manquent. On ne saurait former un préjugé contre le coloris des anciens de ce qu'ils ignoraient l'invention de détremper les couleurs avec de l'huile qui fut trouvée en Flandre. Il n'y a guère plus de 300 ans, on peut très bien colorier en peignant à fresque. La messe du pape Jules, un ouvrage de Raphaël dont nous avons déjà vanté le coloris, est peinte à fresque dans l'appartement de la signature au Vatican. Quant au clair-obscur et à la distribution enchanteresse des lumières et des ombres, ce que Pline et les autres écrivains de l'Antiquité en disent est si positif, leurs récits sont si bien circonstanciés et si vraisemblables qu'on ne saurait disconvenir que les anciens n'égalassent, du moins dans cette partie de l'art, les plus grands peintres modernes. Les passages de ces auteurs, que nous ne comprenions pas bien quand les peintres modernes ignoraient encore quel prestige on peut faire avec le secours de cette magie, ne sont plus si embrouillés et si difficiles depuis que Rubens, ses élèves, Polydore de Caravage et d'autres peintres les ont expliqués bien mieux. Les pinceaux à la main, que les commentateurs les plus érudits ne le pouvaient faire dans des livres. Il me paraît résulter de cette discussion que les anciens avaient poussé la partie du dessin, du clair-obscur, de l'expression et de la composition poétique aussi loin que les modernes les plus habiles peuvent l'avoir fait. Il me paraît encore que nous ne saurions juger de leur coloris, mais que nous connaissons suffisamment par leurs ouvrages, supposer que nous ayons les meilleurs, que les anciens n'ont pas réussi dans la composition pittoresque, aussi bien que Raphaël, Rubens, Paul Véronèse et quelques autres peintres modernes. Le lecteur se souviendra de ce qui a donné lieu à cette digression sur la capacité des anciens dans l'art de la peinture. Après avoir parlé de l'avantage que les poètes latins avaient sur les poètes français, j'avais avancé que les peintres des siècles précédents n'avaient pas eu le même avantage sur les peintres qui travaillent aujourd'hui, ce qui m'a mis dans la nécessité de dire les raisons pour lesquelles je ne comprenais pas les peintres grecs et les anciens peintres romains dans ma proposition. J'y reviens donc et je dis que les peintres qui ont travaillé depuis la Renaissance des arts, que Raphaël et ses contemporains n'ont point eu aucun avantage sur nos artisans. Ces derniers savent tous les secrets, ils connaissent toutes les couleurs dont les premiers se sont servis. En quel sens on peut dire que la nature se soit enrichie depuis Raphaël? Au contraire, les peintres qui travaillent aujourd'hui tirent plus de secours de l'art que Raphaël et ses contemporains n'en pouvaient tirer. Depuis Raphaël, l'art et la nature se sont perfectionnés, et si Raphaël revenait au monde avec ses talents, il ferait mieux encore qu'il ne l'a pu faire dans le temps où la destinée l'avait placé, au lieu que Virgile ne pourrait point écrire un poème épique en français aussi bien qu'il a écrit en latin. L'école lombarde a porté le coloris à une perfection où il n'avait pas encore atteint du vivant de Raphaël. L'école d'Anvers a fait encore depuis lui plusieurs découvertes sur la magie du clair-obscur. Michel-Ange de Caravage et ses imitateurs ont aussi fait sur cette partie de la peinture des découvertes excellentes, quoiqu'on puisse leur reprocher d'en avoir été trop amoureux. Enfin, depuis Raphaël, la nature s'est embellie. Expliquons ce paradoxe. Nos
peintres connaissent présentement une nature d'arbres et une nature d'animaux plus belle et plus parfaite que celle qui fut connue aux devanciers de Raphaël et à Raphaël lui-même. Je me contenterai d'en alléguer 3 exemples: les arbres des Pays-Bas, les animaux d'Angleterre et de quelques autres pays, enfin les fruits, les fleurs et les arbres des Indes, tant orientales qu'occidentales. Raphaël et ses contemporains ont vécu dans des temps où l'Asie orientale et l'Amérique n'étaient pas encore découvertes pour les peintres. Un pays n'est découvert pour les gens d'une certaine profession, ils ne sauraient profiter de celles de ces richesses qui sont à leur usage qu'après qu'il y a passé des gens de leur profession. Le Brésil, par exemple, était découvert pour les marchands longtemps avant que d'être découvert pour les médecins. Ce n'a été qu'après que Pizot et d'autres médecins habiles ont été au Brésil que les médecins d'Europe en ont bien connu les simples et les arbres. De même, l'Asie orientale et l'Amérique étaient déjà découvertes pour les épiciers et pour les lapidaires au temps de Raphaël, mais ce n'est qu'après lui que ces parties du monde ont été découvertes pour les peintres et qu'on en a rapporté les dessins des plantes, des fruits, des animaux rares qui s'y trouvent et qui peuvent servir à l'embellissement des tableaux. La température du climat des Pays-Bas et la nature du sol y font croître les arbres plus près l'un de l'autre, plus droits, plus hauts et mieux garnis de feuilles que les arbres de la même espèce qui viennent en Grèce, en Italie et même en plusieurs provinces de la France. Les feuilles des arbres des Pays-Bas sont non seulement en plus grande quantité, mais elles sont encore plus vertes et plus larges. Ainsi, les collines des Pays-Bas donnent l'idée d'un paysage plus vert, plus frais, plus riant que les collines d'Italie. Les vaches, les taureaux, les moutons et même les porcs ont en Angleterre le corsage bien mieux formé qu'ils ne l'ont en Italie et en Grèce. Avant Raphaël, les marchands vénitiens fréquentaient bien les ports d'Angleterre. Les pèlerins anglais allaient bien à Rome en grand nombre gagner les pardons, mais les uns et les autres n'étaient pas peintres et ce qu'ils pouvaient raconter des animaux de ce pays-là n'en était pas un dessin. Il est vrai que Raphaël et ses contemporains n'étudiaient pas la nature seulement dans la nature même, ils l'étudiaient encore dans les ouvrages des anciens. Mais les anciens eux-mêmes ne connaissaient pas les arbres et les animaux dont nous venons de parler. L'idée de la belle nature que les anciens s'étaient formés sur certains arbres et sur certains animaux, en prenant pour modèle les arbres et les animaux de la Grèce et de l'Italie, cette idée, dis-je, n'approche pas de ce que la nature produit en ce genre-là. Pourquoi les beaux chevaux antiques, même celui sur lequel Marc Aurèle est monté, et à qui Pierre de Cortone adressait la parole toutes les fois qu'il passait dans la cour du Capitole en lui disant par un enthousiasme pittoresque « Avance donc, ne sais-tu pas que tu es vivant ?» Non pas les proportions aussi élégantes ni les corsages en l'air aussi nobles, et que les chevaux que les sculpteurs ont fait depuis qu'ils ont connu les chevaux du nord de l'Angleterre, et que l'espèce de ces animaux s'est embellie dans différents pays par le mélange que les nations industrieuses ont su faire des races.